qui sont réunis donc là pour présenter leur proposition au gouvernement. Ils ont fait un tour du monde et ils ont fait du benchmark pour aller dans le monde entier trouver des inspirations pour créer ce modèle alternatif aux parcs nationaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens que vous voyez assis dans cette arène, dans le Luberon, parce que c'est là-bas que les parcs ont été créés, mais ils étaient composés d'une diversité de profils. On avait des sociologues, des architectes, des urbanistes et aussi des artistes. Et c'est ces gens ensemble qui ont imaginé le modèle parc naturel régional qui, dans son esprit, n'a pas beaucoup évolué depuis l'époque. On peut avancer. En 1967, création officielle des parcs naturels régionaux en France. Donc ça, c'est le premier décret qui institue la création des parcs. Et donc, vous avez la traduction du contenu de ce premier décret avec les termes qui nous renvoient à l'époque, hein, puisque si le caractère particulier du territoire, qui se traduit après dans son périmètre, hein, un parc naturel régional n'est pas un territoire banal, il faut qu'il y ait un potentiel pour son classement, des particularités paysagères, écologiques, culturelles. Si la question de la qualité de son patrimoine naturel et culturel était déjà soulignée, on avait un concept qui, entre-temps, a évolué, c'est la notion d'espace de détente, de repos, un territoire attractif pour le tourisme et pour l'épanouissement des sociétés, y compris urbaines. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, pour ne pas l'oublier, les premiers parcs qui ont été créés avaient d'ailleurs des liens institutionnels très forts avec les villes qui les entouraient. Et c'est encore le cas pour nombre d'entre eux. Enfin, nos collègues des parcs le diront peut-être. Je crois que c'est le cas pour Reims, par exemple. Parfois, les villes adhèrent aux syndicats mixtes, y compris quand elles sont éloignées du territoire classé, dans cette logique de solidarité et de contribution à l'aménagement de cet espace important également pour les urbains des villes à proximité. Et notre premier parc a été créé en 1968. Alors, il a changé de nom entre-temps. C'était le parc Saint-Amand-Rennes. Ce qu'on peut en retenir, en tout cas, c'est que le territoire qui a été choisi pour être le premier parc naturel régional est de loin pas le territoire le plus naturel des parcs naturels régionaux, qui sont aujourd'hui au nombre de 59, vous le savez. C'était plutôt un territoire, je ne sais pas si vous connaissez le nord de la France, je pense pas, mais c'est un territoire très industriel. Et donc, c'est plutôt un environnement post-industriel et un territoire qui mélange fortement des enjeux culturels avec des enjeux de nature, mais très habités. Voilà. Et donc, ça correspond toujours encore d'ailleurs à cette marque de fabrique spécifique des parcs naturels régionaux d'être des territoires habités. On peut avancer. Alors, une description rapide du premier parc naturel régional. Il était petit, hein, il faisait 15 communes, 10 000 hectares. Voilà. Bon, je vais peut-être pas rentrer plus dans le détail, mais vous voyez là la date de la création du premier parc national. Je vous l'ai déjà dit, mais j'en profite pour le redire. À l'époque, en 63, les parcs nationaux français étaient des grandes réserves naturelles. C'est-à-dire que l'ensemble de leur périmètre était régi par des règles qui déterminaient les usages, ce qu'on avait le droit ou pas d'y faire. C'est une grande réserve en fait. Entre-temps, les parcs nationaux français ont évolué et se sont entourés de ce qu'on appelle une aire d'adhésion qui en fait ressemble en tout point à un parc naturel régional, si ce n'est que la gouvernance est différente puisque c'est l'État qui le gère. Mais y compris les parcs nationaux en France se sont inspirés de cette idée qu'on ne pouvait pas protéger le territoire sans impliquer les élus locaux, les citoyens, etc. On peut avancer. Alors, on a aussi voulu vous parler de la fédération, alors pas pour faire de l'autopromotion de notre petite entreprise, mais pour vous dire que rapidement, les parcs, ils étaient au nombre de 5, je crois, en 71. Rapidement, les parcs, entre eux, se sont dit qu'il était important de se rassembler, de se réunir à l'échelle nationale pour déjà, bien sûr, échanger sur les bonnes pratiques, essayer d'aller plus vite ensemble, s'inspirer les uns des autres, aussi représenter leurs paroles auprès de l'État ou faire du lobby, mais surtout, l'idée, c'était que peu importe où on se situe en France, peu importe dans quelle région on développe le parc, et même si elles sont très différentes les unes des autres, et surtout du point de vue culturel, les parcs naturels régionaux doivent avoir un socle commun, et ce socle commun, il est défini au niveau national. C'est pour ça qu'en parc, en France, on tient beaucoup à ce label national et à ce décret qui nous classe au niveau national.
Ce qui garantit en fait qu'il y a une homogénéité dans le réseau et qu'on n'a pas de parc, si vous voulez, à deux vitesses en fonction de l'endroit où se situe, en fonction de la conjoncture. Après, vous verrez, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on a mis quelques jalons pour bien comprendre que les parcs ont été créés dans une période où la France était vraiment extrêmement centralisée. Et pour nous, Français, en tout cas ceux qui ont la culture de la décentralisation, c'est assez étonnant d'imaginer à l'époque l'État faire confiance à un outil qui permette à un certain nombre de communes de se réunir, de s'organiser entre elles et de définir un projet de territoire. Aujourd'hui, ça nous paraît presque banal parce qu'on a des intercommunalités, on a des pays, on a différents outils du même type en France. Mais à l'époque, c'était extrêmement innovant. Et ça a y compris permis en France d'accompagner l'émergence de la coopération entre les communes. Et on met aussi ces dates parce qu'on s'appelle régionaux, mais finalement, en tout cas la collectivité régionale, elle a été créée après les parcs naturels régionaux. Et d'ailleurs, le lien entre les régions et les parcs naturels régionaux s'est construit progressivement en fonction aussi de l'évolution des prérogatives et des compétences dont les régions se sont dotées au fur et à mesure. Mais depuis 1975, les régions ont quand même l'initiative de la création des parcs naturels régionaux et depuis, elles jouent un rôle dans les parcs naturels régionaux qui est croissant, puisque les régions comment dire, ont une prérogative très forte dans la procédure, mais ça vous sera expliqué plus tard. Mais c'est aussi devenu le premier financeur des parcs naturels régionaux en France. Et en 77, on avait déjà 20 parcs sur le territoire français. Et globalement, on crée, depuis qu'on existe, un parc à peu près par an. C'est le rythme moyen. Alors bien sûr, il y a des hauts, des bas en fonction de la conjoncture, des difficultés plus ou moins importantes aussi sur le plan des financements. On peut avancer. Mais nos textes qui régissent au niveau législatif et réglementaire les parcs naturels régionaux ont aussi évolué au fur et à mesure du temps pour intégrer l'évolution du contexte. C'est sûr qu'en 1967, on n'appréhendait pas les enjeux de la protection de la nature, par exemple, ou du changement climatique de la même manière qu'on les appréhende aujourd'hui. Donc du coup, la sémantique, les mots qui caractérisent à la fois la manière dont on crée un parc, mais aussi son objet et ses objectifs, a évolué au fil des textes législatifs. Et en 88, pour la première fois, on a précisé un peu les critères qui donnaient lieu au classement et les missions que le syndicat mixte devait porter. Enfin, à l'époque, ce n'était pas forcément d'ailleurs qu'un syndicat mixte, mais ça, c'est un peu un détail. En 88, intensification de la compétence des régions dans la procédure. En 89, 25 parcs naturels régionaux en France. On peut avancer? Voilà. Et là, à un moment important, 1993, il y a deux évolutions majeures concernant les parcs naturels régionaux, dont une euh, qui est importante pour nous, parce qu'elle a changé le statut des parcs. Cette évolution, elle porte sur quoi? En fait, elle porte sur un principe que le législateur a voulu renforcer au fil du temps. C'est-à-dire l'idée, c'est de dire on ne veut pas faire des parcs naturels régionaux, des espaces qui réglementent l'usage du sol. Pour le dire plus simplement, on ne veut pas faire des parcs naturels régionaux, des cœurs de parcs nationaux. On ne veut pas faire des parcs naturels régionaux, des endroits où on a le droit de dire oui ou non à des pratiques, d'autoriser ou d'interdire des pratiques. Par contre, on souhaite que dans ces parcs naturels régionaux, les opérations d'aménagement, la manière dont le territoire évolue, soient cohérents avec les engagements de la charte. Et en 93, il y a un principe de compatibilité qui a été inscrit dans la loi. La charte des parcs naturels régionaux est devenue opposable aux documents d'urbanisme, aux documents en France qui vous permettent de régir le droit de construire. Et donc, c'était dans cette recherche de cohérence. Et en 94, on précise aussi les critères de classement, notamment concernant la qualité et l'identité du patrimoine naturel et culturel paysager qui permettait de prendre l'initiative de créer un parc, la qualité du projet de territoire proposé et la capacité de l'organisme de gestion à conduire le projet de territoire avec cohérence. Aujourd'hui, en France, on ne peut pas créer un parc naturel régional sans créer un syndicat mixte pour le gérer. Les deux objets sont liés. On peut avancer.
Voilà, après, on est 59 aujourd'hui, donc il y a de nombreux jalons, hein, donc 40 parcs régionaux, 11% du territoire. 1914, on a 50 parcs naturels régionaux en France. Alors en 2016, mes collègues ont mis création de la marque Valeur Parc, on sait qu'elle vous intéresse beaucoup. En fait, c'est pas tout à fait vrai. La marque existe quasiment depuis que les parcs existent, mais en 2016, on a créé la marque nationale. C'est-à-dire que c'est devenu une marque unique pour tous les parcs naturels régionaux en France, ce qui nous a permis de sécuriser la marque sur le plan juridique. Elle appartient à l'État, hein. C'est une marque qui, voilà, qui est solide sur le plan du droit, mais qui nous a permis aussi de modifier la manière dont on la délivre sur les territoires en mettant en place une gouvernance spécifique avec des commissions nationales, etc. Donc peu importe où vous vous situez en France, la marque Valeur Parc des parcs naturels régionaux a un socle commun et garantit aux consommateurs un certain nombre de règles qui sont les mêmes dans tous les parcs, même si on peut la faire évoluer en fonction du contexte local. Et donc c'est en 2016 qu'on a mis cette marque unique en place. On peut avancer. En 2021, en 2021, on a franchi une étape également importante parce qu'on a été intégré officiellement dans la stratégie nationale des aires protégées. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que le Mexique a signé la même convention que nous pour viser l'atteinte de 30% d'aires protégées, la couverture de 30% d'aires protégées du pays d'ici 2030. Et donc, depuis 2021, on fait officiellement partie de cette stratégie. On contribue donc à l'atteinte des objectifs des 30%. Euh, les parcs naturels régionaux combinent hein, les différentes aires protégées, mais ça, on vous l'expliquera aussi. C'est-à-dire que on peut, sur un parc naturel régional, superposer plusieurs outils, et notamment les zones de protection réglementaire comme les réserves naturelles. On a d'ailleurs 40% de la surface nationale de ce qu'on appelle les zones de protection forte, c'est-à-dire les zones où on peut, là, pour le coup, réglementer l'usage du sol, qui sont dans des parcs naturels régionaux. Donc nous, c'est des outils qu'on utilise ponctuellement parce qu'il y a des endroits où la protection réglementaire est justifiée. C'est des outils qu'on utilise pour mettre en œuvre nos projets de territoire. Et en 2025, on lance une plateforme pour promouvoir le tourisme à la parc, donc un tourisme proche des personnes qui agissent sur nos territoires dans le cadre de la transition écologique, un tourisme alternatif qui s'appelle Destination Parc, et on vous invite à jeter un coup d'œil sur Internet si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. Voilà, on peut avancer. Et je crois que pour moi, c'est terminé, il me semble. Oui, c'est à Merci moi. beaucoup. Est-ce que on enchaîne directement ou on laisse un petit temps s'il y a des premières réactions à cette présentation sur l'histoire des parcs naturels régionaux? Oui, S'il y a on des peut questions. voir si effectivement ça fait réagir à chaud ou sinon on enchaîne et il y aura Ça, bien sûr un temps d'échange. oui, c'est ce que j'allais dire à la fin des quatre présentations. On a aussi prévu un temps d'échange. Donc, si jamais on peut continuer. À toi, Anaïs, du coup. Ok. Bonjour tout le monde, je me présente, moi c'est Anaïs Tessor et je travaille à la Fédération des parcs naturels régionaux sur les chartes des parcs naturels régionaux, c'est-à-dire que j'accompagne les projets de parcs en création dans l'élaboration de leur charte, qui est leur document de gestion, et aussi les parcs déjà existants dans la procédure de révision, de renouvellement donc de leur charte. Pour commencer cette présentation, on voulait pour vous permettre de mieux comprendre le cadre dans lequel s'insère le fonctionnement des structures de gestion des syndicats mixtes de parcs. On voulait vous présenter rapidement l'organisation administrative de la France qui est différente de celle du Mexique sur certains points. Donc, pour rappel, la France est un État unitaire, c'est-à-dire qu'elle possède un seul pouvoir politique au niveau national et les décisions de ce pouvoir politique vont s'appliquer sur l'ensemble du territoire national. C'est aussi un État unitaire qui est déconcentré, c'est-à-dire que ce pouvoir national, il possède des représentants étatiques au niveau local. Et enfin, c'est aussi un État unitaire déconcentré et décentralisé, c'est-à-dire qu'au niveau local, ah, il y a écrit que la traduction fonctionne pas bien, mais je sais pas si ça a rapport avec moi.
Est-ce que je continue à parler? Je continue à parler. Vous me dites s'il y a un problème. Euh, Ah, ça marche pas. Peut-être Anaïs, je sais pas si ça marche pas ou Tu vas peut-être un expliquer petit peu le vite plus long. aussi. Je sais pas Euh, si c'est ça. Ah bon, je vais trop vite? Alors, on va voir si Pour c'est nous, un ça va, problème de mais peut-être c'est la traduction ou traduction. si c'est la personne qui n'a pas activé la traduction. Ça peut arriver aussi. Il y a deux personnes qui semblent concernées. Je pense que le problème est avec le traducteur plus peut-être qu'avec moi. Mhm. Est-ce que je continue à parler? Est-ce que ça fonctionne? Parce que moi, j'entends pas du tout le traducteur vu que j'ai mis écouter en français. Non, non, Anaïs, petite pause. Il y a effectivement un problème de passation au niveau de la traduction. Alors, je vais voir si ça fonctionne. Oui, allez-y. Oui, le son est peut-être un peu feutré, mais en fait, on vous entend, mais pas très Oui, bien. moi, j'entends très bien en français. Oui, oui, c'est le micro de la traductrice. Oui, c'est mieux. Très bien. On peut repartir alors? Oui, je pense qu'on va demander à Anaïs voilà, de repartir, de redémarrer sa phrase et on continue. Ok, je reprends, on continue. Ça fonctionne? Vas-y, c'est bon, Anaïs. Tu Ok, peux repartir. super. Voilà, c'est bon. Ok, donc j'en étais à la présentation. Peut-être je reprends juste, vu que la traduction fonctionnait pas, mais c'est quand même assez simple. C'est que la France est un État unitaire qui possède un seul pouvoir politique au niveau national et dont les décisions s'appliquent sur l'ensemble du territoire national. C'est aussi un État unitaire qui est déconcentré, c'est-à-dire que ce pouvoir national, il possède des représentants étatiques au niveau local. Et enfin, c'est un État unitaire, déconcentré et décentralisé, c'est-à-dire qu'il existe des autorités administratives qui sont distinctes de l'État et qui sont réparties localement sur le territoire national, et ce sont les collectivités territoriales. Diane, tu peux passer à la diapo suivante. Désolée, Anaïs, je Ça vais marche pas? devoir t'interrompre encore. En fait, c'est le micro de la traductrice ou sa connexion, mais où c'est vraiment très saturé, effectivement, on comprend pas bien. Donc, on va peut-être demander à Benoît si ça lui va d'enchaîner pour l'instant en attendant que Adaï trouve une solution. Voilà, merci, super Benoît, je vois que tu fais comme ça de la... Ok, on fait ça. Ok. Donc, je sais pas, est-ce que je reprends? Non, c'est bon. Je... Oui, bah, c'est bon, Ouais. mais c'est vrai que le signal passait pas bien. Mais vas-y, tu peux repartir. Ok, donc j'en étais à la présentation des collectivités territoriales. Il y a écrit que ça continue. Des collectivités territoriales qui composent le territoire national. Donc hiérarchiquement, on a les régions que vous pouvez voir sur la carte centrale qui sont 18 et qui contiennent 101 départements que vous pouvez voir sur la carte de droite et qui contiennent 34 000 communes. Pour rappel, c'est 34 000. En France, en 2026, on comptabilise 69 millions d'habitants qui se répartissent donc sur ces 18 régions, 101 départements et 34 000 communes. Tu peux passer à la diapo d'après, Diane. Merci. Et donc, pour information, toutes ces communes, elles ont l'obligation aujourd'hui d'adhérer à une structure de coopération intercommunale qui sont des établissements publics de coopération intercommunale qu'on appelle aussi EPCI. Et peut-être que vous allez entendre cet acronyme assez souvent dans nos bouches. Voilà, donc ces structures de coopération intercommunale se regroupent par proximité, regroupent des communes par proximité territoriale, et les communes vont leur transférer certaines de leurs compétences pour une mise en commun des moyens financiers et une cohérence dans l'exercice de ces compétences au niveau local. Donc ces EPCI, ces établissements de coopération intercommunale, c'est un peu comme des super communes, puisqu'ils aussi ils vont avoir la faculté de lever l'impôt à la place des communes.
Voilà, donc il y en a 1252 en 2026 en France, qui regroupent du coup les 34 000 communes du territoire. Diane, tu peux passer à la diapo d'après, qui est une carte qui représente là donc les 1252 établissements de coopération intercommunale de la France. Donc il y a plusieurs typologies de PCI, et notamment vous pouvez voir en orange, en rouge et en vert clair, c'est les EPCI au statut très particulier des grandes villes de France qui sont pour certains des métropoles, mais bon, on va pas rentrer dans ce niveau de détail. Tu peux passer à la diapo d'après, Diane. Merci. Et donc ça, c'est vraiment le socle qui structure l'organisation des collectivités territoriales en France. Et sur la base de ce socle, vont venir s'insérer d'autres structures juridiques qui vont permettre la coopération entre les collectivités territoriales, et notamment donc les syndicats mixtes. Donc il faut savoir que les collectivités territoriales, les régions, les départements, les communes et les EPCI, ils sont libres de se réunir pour travailler ensemble sur certains sujets thématiques précis, et ils peuvent faire cela par un groupement juridique de coopération locale qui s'appelle le syndicat mixte. Mixte pourquoi? Parce qu'il va pouvoir mélanger au sein de sa structure différentes catégories de collectivités territoriales. Généralement, les syndicats mixtes, ils vont travailler sur un ou deux sujets thématiques qui peuvent être la biodiversité, la gestion des déchets, la gestion de la mobilité, etc., sur lesquels vont s'investir les différentes collectivités territoriales à hauteur des différents moyens que la loi leur a donnés pour travailler sur ces sujets-là. Et donc, ces groupements juridiques de coopération locale que sont les syndicats mixtes, ils n'ont pas la possibilité de lever l'impôt. Et en 2026, en France, il y a 2688 syndicats mixtes qui travaillent sur des sujets multiples et variés. Merci Diane, tu peux passer à la diapo d'après. Voilà, et donc tout ça pour en arriver au fait que les dispositions du Code de l'environnement concernant les parcs naturels régionaux, ils énoncent spécifiquement que les parcs naturels régionaux, ils doivent être gérés par des syndicats mixtes. Et en conséquence, par rapport à ce que j'ai dit à la diapo d'avant, l'organe délibératif qui va prendre les décisions des parcs naturels régionaux, enfin du syndicat mixte du parc naturel régional, il va obligatoirement rassembler les différentes collectivités territoriales du périmètre du parc, à savoir les régions, les départements, les communes et les EPCI. Et cet organe de gestion, il peut aussi associer sous certaines conditions spécifiques d'autres institutions publiques qui sont les chambres consulaires, donc la chambre d'agriculture, la chambre de métier, par exemple, ou d'autres établissements publics spécialisés comme l'Office national des forêts ou les comités de bassin, etc. Voilà pour les syndicats mixtes de parcs naturels régionaux. Je ne sais pas s'il y a des questions, sinon après la parole est à Fabien. Je vois pas de questions pour le moment, donc on peut peut-être poursuivre avec Bon, Fabien. merci Diane, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Fabien Hugo, je travaille à la Fédération des parcs naturels régionaux de France et je travaille sur les sujets de création de nouveaux parcs naturels en France et comme Anaïs sur la révision des chartes de parcs naturels régionaux qui sont existants. Et avec Anaïs, on voulait vous proposer une petite séquence pour vous présenter les critères de classement des parcs. Déjà vous dire que ces critères de classement, ils sont inscrits dans la loi. Ils sont inscrits dans la loi française, dans le Code de l'environnement, notamment à l'article R333-4. Et donc, c'est des critères qui sont identiques pour l'ensemble du territoire français. Donc aujourd'hui, les 59 parcs naturels régionaux qui ont été créés, ils sont créés selon ces critères qui sont décrits dans le Code de l'environnement et donc dans la loi. Et ces critères, ils portent sur deux éléments qui sont assez fondamentaux et que je vais vous présenter. D'abord, des critères qui sont liés au territoire, aux caractéristiques du territoire, et ensuite des critères qui sont plutôt liés au projet qui est porté par les acteurs du territoire et notamment par les collectivités. Donc, pour ce premier critère, et notamment pour les critères qui sont liés aux caractéristiques du territoire, la loi, elle parle ici de qualité et d'identité du territoire. C'est-à-dire que ces critères, ils reposent sur la qualité du patrimoine naturel, du patrimoine culturel et des paysages.
Et dans la loi, on dit bien que un parc naturel régional, c'est un territoire qui est remarquable, mais qui est aussi fragile. Euh, En plus de ces critères de caractéristiques de territoire, on a aussi un critère qui est lié à la cohérence et à la pertinence des limites du territoire, notamment au regard des différents patrimoines qui s'y trouvent, patrimoines qui sont naturels, patrimoines qui sont culturels, patrimoines qui sont paysagers également. Et on vient aussi prendre en compte, lorsqu'on crée un parc naturel régional, l'ensemble des éléments qui peuvent être considérés comme dépréciatifs pour le territoire. Donc cette cohérence biogéographique, elle est extrêmement importante et il y a beaucoup de critères et de caractéristiques qui peuvent permettre d'argumenter en faveur de la cohérence d'un territoire de parc et chaque parc va avoir une logique et des cohérences géographiques qui lui appartiennent. J'ai mis quelques exemples ici où on parle de l'histoire du territoire, de sa culture, de son identité. On va parler du paysage, des différentes unités et des structures paysagères qui vont composer le territoire du parc. On peut aussi argumenter avec des logiques de bassins versants, par exemple. Tout va être des éléments relatifs au corridor écologique, au réservoir de biodiversité, ou encore à des éléments qui composent la géologie du territoire. Donc ça, c'était le premier gros paquet, entre guillemets, sur les critères qui sont liés aux caractéristiques du territoire. Et sur la diapositive suivante, Diane, on va plutôt avoir les critères qui vont être liés à la qualité du projet de territoire. Et donc, c'est bien les caractéristiques et le projet qui est porté et l'association de ces deux critères qui permet le classement d'un territoire en parc naturel régional. Euh, et donc, dans ces caractéristiques qui sont liées au projet de territoire, on va venir juger de la qualité du projet qui est porté et notamment du projet qui est porté sur les questions de développement et sur la protection et la mise en valeur du patrimoine et des paysages du territoire. Je précise ici que c'est l'État qui est euh, propriétaire de ce classement parc et c'est l'État qui est garant de la qualité et du respect de ces critères de classement qui sont inscrits dans la loi française. On a également un critère qui est extrêmement important parce que un parc naturel régional, c'est une mise en œuvre qui est collective et par un ensemble de collectivités territoriales dont a parlé Anaïs. Et c'est bien euh, l'ensemble de ces collectivités qui vont mettre en œuvre le projet. Et donc, dans les critères de classement qui sont toujours inscrits dans la loi, on va avoir la détermination des collectivités à porter le projet de parc. Et enfin, un dernier critère qui concerne la capacité de l'organisme de gestion à conduire le projet de territoire de façon cohérente. Et donc là, les critères de classement, ils s'intéressent donc à cette capacité et donc aux moyens à la fois financiers et humains dont va disposer le parc pour mener à bien le projet. Et donc c'est vraiment la combinaison de tous ces critères qui rend possible pour un territoire de prétendre au classement parc naturel régional. Euh, et on avait une dernière diapositive là-dessus qui concernait la charte du parc. Et donc la charte d'un parc naturel régional, c'est le projet qui est porté par le territoire et notamment par les collectivités territoriales qui le composent, mais aussi par l'État. Eric l'a rappelé tout à l'heure, mais la charte d'un parc, elle a une valeur juridique, elle a une portée juridique qui est importante, tant sur la partie planification, où elle s'impose aux documents qui régissent le droit du sol, mais aussi en termes d'engagement. C'est-à-dire que toutes les collectivités territoriales qui adhèrent à la charte d'un parc, elles sont juridiquement engagées à le mettre en œuvre. Et ça, c'est important. C'est valable pour les collectivités locales, communes, intercommunalités, mais aussi pour le département, pour la région et l'État. L'État est aussi engagé juridiquement à mettre en œuvre la charte de parc et à mettre en œuvre l'ensemble des dispositions qui sont inscrites dans la charte du parc. Et donc, elle se décompose en deux volets. Le premier, c'est la charte à parc. Donc, c'est là où on va retrouver tous les grands objectifs, les orientations de développement et de protection de l'environnement. Les modalités de rédaction d'une charte de parc, elles sont très, très libres. Et on va aussi avoir une version cartographique qu'on appelle le plan de parc. Et ça va être la traduction spatiale de l'ensemble des orientations et des mesures qui sont inscrites dans le projet de charte. Et enfin, cette charte de parc, elle est approuvée. Ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que c'est le principe d'adhésion volontaire des collectivités. Une collectivité locale a le choix d'adhérer ou pas à la charte de parc. Et donc, elle a le choix d'être engagée ou pas par la charte de parc. Et je pense que c'est un des
point fort d'une charte, c'est que l'adhésion, elle est volontaire. Et donc, euh, elle traduit aussi la volonté des collectivités territoriales à mettre en œuvre l'ensemble des objectifs et dispositions qui sont inscrits dans la charte de parc. Voilà pour cette partie. Et on voulait vous partager du coup deux exemples pour illustrer la question de ces critères de classement et ces questions de périmètre. Et c'est Anaïs, sauf s'il y a des questions Il y a pour une toi. question dans le chat, effectivement, de Noé qui vous demande comment finalement vous arrivez à faire coexister des initiatives qui peuvent être en concurrence parfois entre celles qui viennent de l'État et celles qui viennent plutôt des régions. Est-ce que ça c'est déjà arrivé qu'il y ait ce type de situation? Et si oui, comment vous arrivez à concilier les deux? Je sais pas si c'est très clair. Ah, il y a un écho, Eric. Ouais, non, on est dans la même pièce avec deux ordinateurs. C'est une bonne question, en fait, et je pense que ça a évolué aussi au fil du temps. Pour être tout à fait honnête, les 4-5 premiers parcs naturels régionaux en France ont été pas mal poussés par l'État qui voulait tester la mise en application du label sur les territoires, même si aucun parc naturel régional en France n'a été créé ou n'a pu être créé sans volonté locale. Au début, il y avait une sorte de planification, je pense, dans la tête des premiers hauts fonctionnaires de l'État. Euh, à ce jour, aujourd'hui, on ne peut pas avoir une initiative de création d'un parc naturel régional qui ne vienne pas du territoire lui-même ou d'une région. C'est les deux cas de figure uniques qu'on rencontre, sachant que les deux doivent être d'accord pour que l'initiative puisse démarrer. Et c'est pas parce qu'ils sont motivés et qu'ils sont d'accord qu'ils arrivent au bout. Mais en tout cas, la volonté, elle vient du local. Le seul, peut-être, et c'est assez rare, moment où peut y avoir une interaction entre une initiative d'État et une initiative locale, c'est dans le cadre de la création d'un parc national. L'État, en France, on crée peu de parcs nationaux, hein. On en a créé 11 depuis 63. Mais ces 10 dernières années, plutôt 20 dernières années, on a cherché à créer 3 parcs nationaux supplémentaires. Et notamment maintenant en France, quand on cherche un espace en France hexagonale, en métropole, pour créer un parc national, il y a 9 chances sur 10 qu'on tombe dans un endroit où il y a un parc naturel régional. Je dirais que c'est le seul moment où il peut y avoir une interaction entre une initiative d'État et une initiative locale. Le cas de figure, c'est pas présenté concrètement. Il y a des stratégies qui ont été présentées en France. Par exemple, quand on cherche un parc de zone humide, on a une dizaine de parcs régionaux potentiellement concernés, mais pour l'instant, on n'est pas arrivé dans une situation de blocage, sachant que même dans ces conditions, l'État en France n'impose plus de démarche au territoire. Un parc national ne se crée plus, on va dire, sans l'assentiment et la volonté locale. Donc en théorie, ça pourrait exister. Mais dans les faits, voilà, il y a un dialogue entre l'État et les régions qui est suffisamment fort pour que ce genre de situation soit évité. Après, il y a parfois dans les périmètres des parcs naturels régionaux, quand ils sont définis, des points de friction, des espaces sur lesquels l'État a des projets ou d'autres initiatives et sur lesquels on restreint parfois le périmètre du parc naturel régional. Ça, c'est peut-être le genre de cas de figure qu'on peut rencontrer, mais qui reste relativement rare. Et pour finir avec ce point, sur le plan du droit, par contre, les choses sont très claires. Les parcs nationaux, les parcs régionaux ne se superposent pas, même partiellement. On ne peut pas, sur un même périmètre, avoir les deux classements, comme pour les parcs marins. Ce qu'on peut superposer, c'est des réserves naturelles ou d'autres outils qui sont plus dans une approche de site, donc de petits espaces, mais pas les différents outils d'échelle territoriale que sont les parcs nationaux et les parcs régionaux. Donc, le législateur, de toute façon, empêche le conflit spatial entre les deux. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, merci Eric. C'est, je pense, voilà, des éléments de réponse intéressants qui engendreront peut-être de nouvelles questions. Et il y en a une autre peut-être pour le pôle charte, sur les chartes justement, à savoir est-ce que toutes les chartes sont équivalentes sur le plan juridique? Et est-ce que vous pourriez partager un modèle de charte à nos partenaires? Alors, bien entendu, pour le partage, il n'y a aucun problème, mais je pense que
Nos collègues de la montagne de Reims et du Haut-Languedoc seraient volontaires, à mon avis, pour partager leurs chartes. Ça me paraît adapté. Et oui, au plan juridique, toutes les chartes valent la même chose. Pour autant, elles sont écrites de différentes manières. Il y a des chartes qui sont rédigées de manière très précise, avec une spatialisation qui peut être très très fine, hein. Il y a des parcs qui ont fait des plans de parc à une échelle, je crois, les plus Mm. précis, c'est du 1 20 millième ou un 10 millième. Enfin, Sur ces parcelles. quasiment à l'échelle de la parcelle. Donc on est quasiment sur l'équivalent d'un document d'urbanisme, quand d'autres parcs, qui sont souvent des parcs qui sont beaucoup plus grands, vont spatialiser des choses qui sont plus larges, plus sous l'angle d'orientation de développement, etc. Donc elles ont la même valeur juridique, mais l'interprétation, elle diffère en fonction du degré de précision qui est inscrit dans la charte de parc. Et une autre question que je ne comprends pas. Et une autre question de Daniel Graff, donc du paysage bioculturel de la Sierra occidentale. Euh, sur quelle loi repose la charte des parcs? Alors ça, vous l'avez abordé, mais quelle loi au pluriel? Anaïs, tu veux répondre? Ouais, je peux répondre. Non, bah, comme on l'a dit, comme Fabien l'a présenté, en fait, les parcs dans le Code de l'environnement, ils ont 5 missions principales qui sont énoncées et qui sont la protection des patrimoines naturels, culturels et paysagers, qui sont l'aménagement, contribuer à l'aménagement du territoire, au développement local et rural du territoire, participer à l'éducation et à la sensibilisation et à l'information du public sur les questions d'environnement et une dernière mission assez large qui est l'expérimentation et l'innovation dans tous les domaines précités. Et en fait, c'est sur la base de ces 5 missions qui sont quand même énoncées, enfin de protection et de développement de leur patrimoine, qui sont énoncées de manière assez générale, que les parcs naturels régionaux, ils vont pouvoir proposer leur plan d'action, entre guillemets, enfin leur plan à la fois de protection de leur territoire et à la fois d'action et de développement. Voilà, ensuite, bien évidemment, les parcs naturels régionaux, ils obéissent aussi à certaines exigences étatiques, notamment concernant, bah, comme on l'a dit plus tôt, la stratégie nationale des aires protégées. Enfin, c'est-à-dire que quand il y a des grandes politiques étatiques sur le domaine de la biodiversité ou des paysages ou des énergies, les territoires, ils vont être bien évidemment affectés et ils vont être chargés de mettre en œuvre ces politiques. Et donc, il y aura une mise en œuvre particulière qui sera attendue sur les sujets précis qui touchent à un parc, donc la protection de la biodiversité, des paysages, par exemple. Et les parcs devront donc s'atteler sur ces sujets-là à mettre en place un encadrement plus précis que sur d'autres territoires. Euh, voilà pour répondre à la question sur quelle loi se fondent les chartes des parcs naturels régionaux. Voilà. Mais comme on l'a dit aussi, enfin, c'est aussi avant tout un projet politique concerté entre tous les acteurs du territoire. Et donc, c'est vraiment les élus locaux qui vont, sur la base d'un diagnostic de territoire précis, qui vont choisir qui vont décider comment politiquement ils vont relever les enjeux de préservation de leur territoire qui sont à venir pour les 15 prochaines années. Voilà. Euh, Merci beaucoup, c'était très clair et effectivement, on va transmettre plus d'informations à l'écrit aussi qu'on traduira. Il y a une dernière question et après on va pouvoir continuer dans les présentations, à savoir est-ce que les critères que vous avez présentés, est-ce que tous se valent? Ou est-ce que, il y a des critères plus importants? Donc là, Noé demande, voilà, par rapport à l'identité régionale, les coutumes locales, enfin, est-ce qu'il y en a un qui prime sur les autres ou ils sont tous au même niveau? Rapidement, hein, c'est peut-être une question un peu complexe. C'est une bonne question et c'est une question un peu piège, je pense. Je pense que tous sont très importants, mais c'est vrai qu'au regard du territoire, on peut les considérer de manière différente, hein. Des fois, enfin, nous, quand il y a un territoire qui veut être classé parc naturel régional, l'État va rendre un avis, il va rendre une décision en disant oui, c'est possible ou non, c'est pas possible. Et quand il rend cet avis, il va se venir s'appuyer sur deux institutions. J'allais dire importante, mais comme on est dedans, je vais peut-être pas dire importante, mais deux institutions, c'est le Conseil national de protection de la nature, c'est le CNPN. Eux, ils vont avoir
des critères qui vont être beaucoup liés aux questions environnementales. Et la Fédération des parcs, du coup, nous qui sommes saisis pour rendre un avis, on a un élu du bureau de la fédération qui fait une visite de territoire pour essayer aussi de comprendre les motivations et voir si le territoire répond aux critères de classement. Et forcément, nous, du côté politique, on va être extrêmement attentif à la détermination des collectivités locales à porter ce projet. Pour nous, c'est absolument essentiel. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. Mais c'est vrai qu'en fonction du territoire, on peut peut-être prêter un peu plus d'attention à certains critères qu'à d'autres. C'est comme ça que je le verrais. Mais c'est une très bonne question. Merci. Je pense que vous pouvez continuer. Pardon, j'avais pas mis le son. On voulait juste vous montrer deux cas pratiques de comment sont utilisés et examinés les différents critères de classement justement que Fabien vous a présenté et notamment pour la définition du périmètre. Donc on vous présente un cas où c'est la création, la définition d'un périmètre pour la création d'un parc et un cas où c'est l'extension d'un périmètre pour un parc classé au moment de la révision. Et donc pour la création du parc, c'est la création d'un parc dans le sud de la France, dans la région sud. C'est le projet de parc du massif des Maures, de l'Estérel et du Tanneron. Vous pouvez voir qu'il est situé sur la carte dans le sud de la France. Donc la carte en beige, elle représente tous les PNR de la France et on peut bien voir là dans le sud qu'il y a une petite tache verte qui n'est pas encore comblée par un PNR. Donc ils veulent essayer d'en mettre un là. Voilà, donc ce projet de parc, il porte sur deux départements, le Var et les Alpes-Maritimes. Le périmètre proposé au classement, il contient 53 communes et 10 intercommunalités. On est sur un périmètre de 176 000 hectares pour 98 000 habitants. Et il s'articule précisément autour de trois massifs forestiers qui sont le massif des Maures, le massif de l'Estérel et du Tanneron. Diane, tu peux passer à la diapo suivante. Merci. Donc l'idée, l'étincelle, si je puis dire, qui a pour créer ce parc, c'est malheureusement l'été 2021, il y a des violents incendies qui ont sévi sur cette zone-là. Il y a 7000 hectares qui ont brûlé très rapidement sur le massif des Maures et notamment qui ont brûlé une partie de la réserve naturelle nationale du massif des Maures qui a été très touchée, qui est une réserve qui a une forte richesse paysagère et biologique et qui est également le lieu de vie principal de la tortue d'Hermann, qui est la seule tortue terrestre indigène française et qui est située uniquement, qui réside encore uniquement en Corse et dans le sud de la France, dans le Var et principalement sur le massif des Maures. Donc cet incendie, il intervient dans un contexte d'intensification croissante des incendies dans la région, avec des incendies qui ont doublé leur vitesse de déplacement et qui se répètent d'année en année sur des zones très sensibles, à la fois paysagères, à la fois écologiques, mais aussi sur des zones avec quand même beaucoup de populations humaines qui sont installées. Donc cet énième incendie principalement sur la réserve naturelle nationale, c'est ça qui a organisé la volonté locale qui existait quand même depuis pas mal de temps. Et les élus régionaux et les élus locaux se sont donc mobilisés pour mettre en place un parc naturel régional sur les trois massifs boisés de l'arrière-pays du littoral de la Côte d'Azur, puisque c'est précisément là que se situe ce périmètre pour ce projet de parc, un objectif de protéger leur patrimoine paysager, naturel et aussi le cadre de vie de leur population. Donc là, vous pouvez voir sur la droite une photo de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures, qui est un paysage assez remarquable. On peut passer à la diapo d'après, qui est en espagnol. Donc là, il y a des cartes qui vous montrent les zones d'aléas, feux de forêt et une photo de la tortue d'Hermann. Et on peut passer aussi. Merci. Donc, juste pour vous dire les enjeux principaux du périmètre qui est proposé au classement, c'est donc la protection et la gestion de ces paysages naturels exceptionnels qui se situent aux portes de la Côte d'Azur, donc qui sont soumis à un fort risque incendie et à une surfréquentation touristique. Il y a aussi comme enjeu le développement d'une exploitation locale et raisonnée des ressources forestières qui sont principalement le châtaigne et le liège et qui étaient des ressources, les principales des ressources économiques jadis de la région.
également la mise en place d'un développement d'un tourisme de nature respectueux des patrimoines et la protection de la richesse du patrimoine écologique. Et également la maîtrise de l'urbanisation sur cet endroit, puisque est-ce que tu peux passer à la carte d'après, s'il te plaît, Diane, pour vous montrer donc ça en vert sur cette carte, la frontière verte, c'est le périmètre d'études qui est proposé pour la création du parc, qui est proposé au classement de ce projet de parc. Et vous pouvez voir les vocations du sol qui sont représentées et qui vous laissent un peu imaginer les différents enjeux auxquels est soumis ce territoire, puisqu'on a vraiment principalement en cœur de périmètre pas mal de forêts et de milieux semi-naturels en vert. Mais vous pouvez voir les taches rouges d'artificialisation qui sont quand même très denses, tout en pourtour de limites, et notamment qui sont enfin, sur le littoral et qui n'ont pas été prises en compte dans le périmètre d'études proposé au classement parc, puisque tout ça, c'est le littoral de la Côte d'Azur qui est très, très urbanisé, qui ne correspond pas véritablement aux critères de classement parc, mais on peut imaginer donc les forts enjeux de pression, de maîtrise de l'urbanisation, aussi de maîtrise des risques incendies et de toutes les questions d'adaptation au changement climatique. Et juste, je tenais à préciser, je vous ai dit qu'il y avait 98 000 habitants sur cette zone, le périmètre d'études qui est proposé au classement, qui est une zone très forestière, comme vous pouvez le voir. Mais si on prend les communes qui sont que partiellement dans le périmètre et pour lesquelles les centralités urbaines qui sont très urbanisées n'ont pas été prises en compte euh, dans le périmètre, si on comptabilise la totalité des habitants, on est sur 300 000 habitants, donc c'est quand même assez conséquent. Voilà, on peut avancer, Diane. Merci. Et donc, je voulais vous présenter quelle méthode ils avaient mis en place pour élaborer leur périmètre d'études et pour veiller au respect des critères de classement, notamment de cohérence du périmètre et de richesse des patrimoines qui sont proposés au classement. Donc, ils ont élaboré d'abord un périmètre d'investigation autour du cœur de nature principal, qui est la réserve naturelle nationale du Massif des Morts. Et ils ont attribué ensuite des points en fonction de l'appartenance, du niveau d'appartenance de chacune des communes de ce périmètre d'investigation aux trois critères qu'ils ont proposés. Donc, il y a un critère de cohérence géologique, d'appartenance des communes au socle géologique de la Provence cristalline. Ensuite, il y a un critère de cohérence paysagère, d'appartenance à l'une des 12 unités paysagères de cette Provence cristalline. Et ensuite, il y a un critère de richesse environnementale des communes en fonction de la richesse écologique qui a pu être inventoriée sur ces communes ou des espaces naturels protégés qui existent déjà. Et ensuite, ils ont élaboré un score à attribuer en fonction euh, de la proportion de ces différents critères pour chacune des communes. Tu peux passer, Diane, à la diapo d'après. Et donc là, par exemple, c'est l'attribution des points par commune pour le critère géologique. Donc vous pouvez voir que les communes qui sont à plus de 75% de leur périmètre, incluses dans le périmètre, le socle géologique de la Provence cristalline, elles ont un point. Ensuite, elles ont de moins en moins de points au fur et à mesure où on s'éloigne. Voilà, et je voulais vous préciser, donc le périmètre d'investigation, vous voyez, c'est la délimitation noire, et le périmètre d'étude qui est proposé au classement, c'est la délimitation qui est en vert fluo là. Donc on voit bien qu'ensuite, ils ont réduit par rapport au périmètre d'investigation. Tu peux passer à la diapo d'après, Diane. Là, je vous ai pas mis le scoring, mais je voulais juste vous montrer les différentes unités paysagères qui appartiennent à la Provence cristalline et sur la base desquelles ils ont attribué aussi des points aux communes. Et on peut voir à la marge du périmètre d'investigation et même pour certaines communes du nord du périmètre d'étude que certaines n'appartiennent finalement à aucune unité paysagère de la Provence cristalline. Donc elles ont dû obtenir moins de points sur ce critère-là. Et tu peux passer à la carte suivante. Et ensuite, l'attribution des points en fonction des espaces naturels qui ont été inventoriés par rapport à leur valeur environnementale. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs zones d'inventaire biologique et écologique. Et ensuite, il y a plusieurs types de protections différentes qui existent déjà, comme les zones Natura 2000 qui font partie d'une directive européenne, une protection issue d'une directive de l'Union européenne.
Et la réserve naturelle nationale des morts, c'est le périmètre en rouge là. Voilà, pour la suite, je ne sais plus quelle est la diapo d'après. Oui, et ensuite, sur la base de ce score qu'ils ont attribué en fonction de ces trois critères, ils ont pu délimiter plus finement le périmètre d'étude du parc à partir de limites géographiques claires et notamment par rapport aux enjeux très prégnants de zones urbaines dégradées et des zones de transition. Tu peux passer à la diapo d'après. Et donc, comme vous pouvez voir, là, ils se sont appuyés pour la délimitation du périmètre sur les lisières urbaines. Dans l'exemple numéro 2, c'est sur la notion de compartiment paysager. Et dans l'exemple numéro 3, ils ont suivi la délimitation d'un cours d'eau. Et donc, la mise en place de ces différents critères, l'attribution de points et ensuite l'utilisation de délimitations naturelles euh, ont permis l'élaboration, la définition du périmètre d'études qui correspondent aux critères le plus possible, aux critères de classement d'un parc naturel régional. Et après, il y a différentes photos de ce territoire pour vous montrer aussi les différents enjeux, puisqu'on voit des zones assez urbanisées, des zones assez naturelles avec quand même la proximité du littoral qui contient une urbanisation discontinue et certains villages perchés patrimoniaux. On a aussi pas mal d'agriculture sur certaines zones. Voilà, tu peux passer à la diapo d'après, où on a à gauche, c'est la forêt domaniale des morts, avec plein de châtaigniers, du liège. Là, c'est le massif de l'Estérel, avec la route de la Corniche d'Or, où on peut faire de la voiture au bord de la mer. Voilà. Et ça, c'est le golfe de Saint-Tropez. Voilà, c'est bon pour la création du parc du massif des morts. Fabien, je te laisse Mais la parole. merci beaucoup, Anaïs. Et en plus d'avoir choisi un exemple juste à côté de chez moi. Je vois juste qu'il y avait une question additionnelle dans le chat de Daniel sur la charte. Donc peut-être rapidement pour revenir dessus avant de poursuivre. Il demandait donc qui rédige le projet de charte au moment de la création d'un nouveau parc? Qui participe à cette rédaction, Oui, ça, si vous c'est une voulez? très très bonne question, puisque les projets de parcs, les créations de parcs, elles peuvent émaner de plusieurs entités différentes, des associations locales ou alors des communes qui décident de se mettre ensemble pour créer un parc. Et ensuite, cette volonté qui est généralement plus locale, elle va être transférée, transmise à la région, et c'est la région qui va acter, qui va dire, OK, on est d'accord pour lancer un projet de création de parc naturel régional sur cet endroit-là, mais ce sera du coup plus généralement les communes qui seront à la manœuvre pour le portage de ce projet de parc. Or, là, on est dans une situation un peu particulière, puisque ce projet de parc, il est porté par la région Sud. Les élus locaux sont moteurs sur le projet, mais peut-être pas assez. Donc, en tout cas, le critère de détermination et de portage par les élus locaux, il est très surveillé par la fédération. On n'a pas voulu vous en parler là parce qu'on n'avait pas non plus trop de temps, mais il est très surveillé et c'est aussi un facteur de réussite du projet de création de parc. Et donc là, c'est plus la région sud qui est à la manette. Et donc, il y a des équipes au sein de la région sud qui se consacrent à l'élaboration de la charte du parc. Et là, en l'occurrence, cette charte, elle va être rédigée par les équipes de la région sud. Donc, c'est assez rare. Finalement, mais in fine, au fur et à mesure de l'avancée de la procédure, la région sud devrait déléguer et laisser la main à un syndicat mixte de préfiguration du parc. C'est pas pour tout de suite encore. Voilà. Peut-être juste dire, Anaïs, que cet exemple est une première pour nous et que, en général, le territoire s'organise, crée une structure transitoire qui est soit un syndicat mixte quand il en a les moyens ou Mhm. une association et qu'il négocie des moyens pour obtenir une petite équipe. Il lui faut quand même une petite équipe pour monter un projet de parc, hein. On ne peut pas, en France, se contenter de prestataires externes et d'avoir une enveloppe pour avoir des prestations d'études et d'accompagnement. C'est comme ça qu'on rédige une charte, mais c'est très long, hein. Il faut une dizaine d'années pour être classé parc naturel régional en France, au minimum.
Merci beaucoup. On peut poursuivre avec Fabien. Je poursuis. Diane, j'ai l'impression qu'on a débordé un peu sur le temps. Alors, si tu veux, je peux essayer d'aller un peu plus vite. Ça Euh, marche. en fait, l'esprit général de ce que je voulais vous présenter, c'était de dire qu'un périmètre de parc, c'est pas quelque chose qui est figé ad vitam aeternam, et c'est aussi quelque chose qui peut évoluer au regard des enjeux du territoire, au regard de la manière dont le parc décide de les traiter. Et aujourd'hui, nous, il y a beaucoup de territoires qui se réinterrogent sur la pertinence de leurs limites au regard des enjeux du changement climatique, par exemple, etc. Donc c'était aussi de dire que un parc naturel régional, il est créé à un instant T, mais son périmètre, il peut évoluer dans le temps. Et le territoire dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le parc naturel régional de Brière. Donc vous le voyez, qui est situé sur la côte atlantique, là où il y a un petit carré blanc sur la carte. Et c'est un territoire qui est caractérisé, c'est une des plus grandes zones humides de France. Et les zones humides en France, c'est des espaces qui sont soumis à énormément de pression, que ce soit des pressions qui soient exercées par l'agriculture intensive, ça peut être des pressions qui sont exercées aussi par l'urbanisation, et donc on a des très très gros enjeux de préservation autour de ces zones humides. Et donc sur la diapositive suivante, Diane, voilà, bon, je vous ai mis quelques images quand même pour illustrer ce qu'est ce parc de Brière, où on voit très bien ces très très grands marais, il y a des marais doux, il y a des marais salés, il y a des activités économiques qui sont liés à ces marais. Il y a des usages sur ces marais. Il y a aussi un patrimoine qui est exceptionnel. Et vous voyez notamment les chaumières sur la photo en bas au milieu avec ces toitures en roseau qui sont patrimoniales avec des savoir-faire historiques sur ce territoire pour préserver ce bâti. Et sur la diapositive suivante, j'ai voulu rappeler ce pourquoi ce parc de Brière avait été créé. J'ai repris la charte constitutive du parc avec son périmètre initial qui était centré autour de cette très grande zone humide qui s'appelle le Marais de Brière. Et cette charte constitutive, elle disait que le rôle du parc, c'était protéger le marais dans sa singularité biologique et dans son caractère inaliénable, pardon, de propriété indivise, et que le rôle du parc, c'était aussi de canaliser et donc de réduire les pressions qui sont des pressions résidentielles, touristiques et foncières. Et sur la diapositive suivante, Diane, merci. euh, j'ai voulu illustrer ce pourquoi le parc avait souhaité proposer une extension de son périmètre classé. Et c'était vraiment dans l'esprit de pouvoir répondre aux objectifs initiaux de classement qui lui avaient été conférés, notamment dans cette charte constitutive, autour du coup de la protection du marais, de l'amélioration de la qualité des eaux, de la gestion des niveaux d'eau. Et, pardon, si on peut revenir juste à la précédente, Diane, désolé. Euh, C'était l'idée de se dire que pour arriver à garantir une qualité d'eau en meilleur état, pour réussir à travailler sur la gestion des niveaux d'eau, aujourd'hui, le parc naturel ne pouvait plus continuer à travailler à cette échelle et il devait travailler à une échelle qui est plus large. Et cette échelle plus large, c'est l'échelle du bassin versant. Donc on le voit sur la carte qui est juste ici, le périmètre du parc. Alors je pense que vous ne voyez pas ma souris, mais le périmètre de parc historique, c'était vraiment sur la partie bleu et rose à l'ouest avec le marais en plein milieu autour de Saint-Joachim. Et la proposition d'extension, du coup, elle concernait la partie est, donc c'est celle qui est entourée avec des petits pointillés rouges. Et c'est l'idée de se dire que on ne peut pas garantir une qualité d'eau bonne sur l'aval du territoire sans travailler sur la partie amont. Et donc c'est argumentaire. Et derrière, au-delà de cet argumentaire et de cette volonté qui était portée politiquement par les élus du territoire, donc par les communes, par les intercommunalités, par le département et par la région, il a fallu, pour prétendre à classer l'entièreté de ce territoire, se soustraire, entre guillemets, aux critères de classement qui sont fixés par le Code de l'environnement et que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc là, le parc, pour organiser cette extension de territoire. Et là, c'est sur les diapositives suivantes, Diane. Il a travaillé sur un diagnostic extrêmement fin. Alors, je vais passer très très vite là-dessus, mais il a travaillé sur la question des zones humides avec une cartographie très précise des zones humides et de leur niveau de fragilité. C'est ce qu'on voit à l'écran ici. Sur la diapositive suivante, il y a d'autres éléments qui ont été diagnostiqués, notamment le critère des habitats naturels et des espèces emblématiques du territoire, où le parc a été cartographié, le niveau de protection et le niveau de protection souhaité sur la partie extension
à l'est du territoire. Donc on voit les milieux un peu emblématiques de ce territoire, les prairies humides, les secteurs de bocage qui sont extrêmement denses et qui sont des habitats extrêmement fragiles pour la biodiversité et quelques espèces qui sont emblématiques de ce territoire du parc de Brière. Sur la diapositive suivante, vous illustrez aussi que le parc il a argumenté cette volonté d'extension au travers de critères qui sont géologiques, montrer que finalement ce territoire c'est une entité géologique avec une succession de coteaux et de marais qui forment du coup les reliefs de ce territoire-là et la présence des zones humides enfin des milieux humides et notamment des marais qui sont des marais doux ou parfois des marais qui sont salés. Euh, et sur les diapositives suivantes, Diane, voilà, il y a une analyse paysagère aussi qui a été faite, extrêmement fine, sur l'évolution de ces paysages, les différentes dynamiques d'évolution, mais aussi toutes les pressions qui sont exercées sur les paysages. Et le parc, à ce moment-là, se projette déjà sur quelle va être sa plus-value dans la préservation des paysages emblématiques de la Brière. Et sur la diapositive suivante, donc là c'est pareil, mais c'est sur la partie agricole, montrer qu'il y a une cohérence en termes d'activité économique agricole, avec une agriculture qui repose en grande partie sur de l'élevage extensif, sur des prairies permanentes, mais aussi sur des zones humides. Donc tout ça, c'est vraiment des arguments qui vont en faveur de démontrer qu'il y a une cohérence au niveau de ce nouveau périmètre qui est proposé à l'État. Et je crois que c'est la dernière diapo après, c'était de dire que ce périmètre, c'est un périmètre que le parc souhaite proposer au classement. Mais il ne faut pas oublier qu'à la fin de la procédure de création ou de révision d'une charte de parc, c'est les communes qui vont décider d'adhérer ou non au projet de territoire. Donc là, c'est le parc qui a dit, nous, pour traiter ces enjeux à l'échelle du Marais, il faut qu'on réfléchisse à une échelle beaucoup plus large. Il le propose, il le négocie aussi avec les collectivités, hein. Il y a des discussions politiques qui sont actuellement en cours pour voir si les communes sont motivées ou pas pour porter le projet. Mais à la fin, c'est bien les communes qui vont décider ou pas d'adhérer à la charte de parc et donc d'être classées. Voilà. Merci beaucoup, Fabien. Je vais pour l'instant pas ouvrir à d'autres questions pour qu'on puisse laisser la parole aux deux parcs partenaires du projet, mais n'hésitez pas à l'écrire si vous avez des questions dans le chat. On prendra un temps à la fin pour en discuter. Je vais tout de suite introduire le parc naturel régional du Haut-Languedoc qui va nous présenter la partie plus opérationnelle sur la gouvernance et le fonctionnement concret des parcs. Donc, nous avons aujourd'hui Christine Bernot, présidente, et Xavier Bossard qui vont nous présenter leur parc. Et je vais tout de suite partager la présentation pour qu'on puisse avoir le temps d'en discuter. Euh, alors. Peut-être que Christine peut déjà introduire le temps que la présentation arrive. Bonjour, Christine Bernot, je suis présidente du parc naturel régional du Haut-Languedoc, un parc qui a 50 ans. Nous avons déjà eu une première expérience avec le Mexique à Jalisco qui a permis des échanges fructueux. Et cette nouvelle coopération avec Oaxaca nous réjouit car elle fortifie notre intérêt pour la coopération, c'est-à-dire le partage et le transfert d'expériences dans les deux sens, qui va contribuer donc à enrichir nos pratiques respectueuses. Nos enjeux communs sont les liens entre activité et développement et environnement, la gestion forestière et bien sûr les paysages. Voilà, c'était une courte introduction et je vous dis à très bientôt. Donc, bonjour, Xavier Bossard, directeur du parc, donc parc régional du Haut-Languedoc. Donc, la présentation que je vais faire est axée sur le fonctionnement et la gouvernance au sein d'un syndicat mixte de parc. Donc voilà, on peut avancer. D'accord. Alors, je vais passer cette diapo parce qu'il y a quelque chose de plus carré et de beaucoup plus complet qui a été fait par Anaïs tout à l'heure sur l'empilement des différents niveaux de collectivité. Donc, on peut passer cette diapo puisque ça a déjà été exposé. Pour présenter le parc du Haut-Languedoc, donc, on a parlé tout à l'heure des intercommunalités donc, et des différents niveaux. Donc, le parc du Haut-Languedoc est situé sur une région, sur deux départements, sur 11 intercommunalités.
Et dans le cadre de la révision de la charte, on a 127 communes qui sont concernées, qui regroupent 104 000 habitants. Donc voilà, ça donne, c'est juste pour situer les fondamentaux de ce parc. Et j'ai pas mis la surface sur la diapo, c'est un parc qui fait 3 000 km², donc 300 000 hectares. Donc voilà, on peut avancer. On va revenir, il y en a eu, voilà, qui est passé un peu trop vite. Donc, ce parc est administré par un syndicat mixte, comme ça a été expliqué. Donc là, pour illustrer les choses, donc dans le graphique en haut à gauche, dans la partie gouvernance, on voit donc qu'on a la présence de la région Occitanie qui va peser pour 30% des voix. Alors on a 5 élus qui ont chacun 18 voix, mais l'important c'est la région pèse pour 30% des voix. Ensuite, on a deux conseils départementaux, le Tarn et l'Hérault, qui vont peser chacun pour 15% des voix. Donc ça va faire 30 au total. Et on a les communes du Tarn et de l'Hérault qui vont peser pour 40% des voix. Je tiens à préciser que cette répartition n'est pas la même pour tous les parcs régionaux en France, puisque ça va relever à chaque fois d'un accord local entre la région, les départements et les communes concernées. Pour les cas en Occitanie, la part des communes varie de 25 à 60%. Et donc, la part de la région et des départements varie en conséquence. Donc, à chaque fois, ça relève d'un accord local sur la façon, sur le poids qu'on va donner à chacun. Je précise aussi que l'État, au niveau central, finance le fonctionnement du parc, mais ne participe pas à la gouvernance. Vous voyez que dans la répartition des voies, il n'y a pas de voie dédiée à l'État. Et que, aussi, pour faire écho à la présentation du modèle mexicain qui nous a été présenté sur le premier webinaire, on n'a pas d'acteurs privés dans la gouvernance. Donc, vous n'allez pas retrouver de syndicats de propriétaires forestiers ou de propriétaires agricoles. Voilà. Donc, il n'y a pas d'acteurs privés dans la gouvernance ni dans le financement régulier. Donc, si je passe sur le graphique en dessous, sur les contributions pour le... Hop, je reste toujours sur la même diapo. Sur les contributions pour le fonctionnement, on peut comparer en fait voilà, la région qui pèse 30% des voix et qui verse un peu moins de 40% dans le fonctionnement général, hors financement d'actions spécifiques. Les deux départements sont à peu près à 18%, les communes à 16, 17 et l'État à un peu moins de 10%. Donc il y avait aussi une volonté politique au niveau de la région, en Occitanie au moins, que son poids de vote soit proche de son poids dans la contribution dans le fonctionnement. Donc en gros, je décide à hauteur de ce que je paye, si on veut le résumer de manière très forte. Donc ça fait partie aussi de la négociation politique, le poids de vote par rapport au poids dans l'aspect financier. Mais je le redis, c'est spécifique à chaque territoire. En tout cas, c'est le pacte financier qui est en place chez nous. Et au niveau des communes, la contribution est calculée par habitant. Là, on peut avancer. Je ne sais pas si Eric nous parle ou pas. Son micro est coupé. Euh, dans les instances, effectivement, on a... je vais passer peut-être à la diapo suivante directement avec le schéma, je pense. Ouais, encore, je vais avancer. Voilà. Donc, dans le fonctionnement institutionnel, je vais partir du haut à gauche. Donc, on a un comité syndical qui va réunir l'ensemble des élus, régions, départements, communes. Donc, c'est cette instance de décision qui est la plus importante, celle qui va valider l'ensemble des décisions, notamment sur le plan budgétaire. Et donc, sur le plan politique, la prise de décision va s'appuyer sur le fonctionnement d'un bureau syndical qui, lui, va regrouper un nombre d'élus plus faibles qui vont aussi représenter la région, les départements, les communes. Et c'est le bureau syndical qui, parce qu'il a un certain nombre de délégations, va pouvoir préparer le travail du comité syndical, mais aussi directement faire des demandes de subventions, valider des conventions pour le fonctionnement, on va dire, du parc au quotidien et sur l'aspect opérationnel. Mais l'instance de décision la plus importante, c'est le comité syndical qui réunit l'ensemble des élus. À partir de là, quand les décisions sont prises, il y a une équipe technique sur laquelle je reviendrai plus tard, qui est là pour mettre en œuvre ces projets. Donc, ce sont les agents du parc. Donc, en ce qui concerne le Languedoc, c'est une équipe de 27 personnes. Et donc, le travail de cette équipe, l'équipe technique du parc ne va pas travailler seule. Elle peut s'appuyer de manière ponctuelle sur des sujets précis, sur un conseil scientifique et prospectif qui va regrouper des universitaires, mais surtout, elle peut s'appuyer sur deux types d'instances un peu différentes. Des commissions thématiques qui sont internes au parc, une commission sur l'agriculture, une autre sur la forêt, une autre sur l'éducation, qui va réunir des partenaires et puis les élus du parc.
Donc ces commissions, on va les réunir une à deux fois par an, on va dire sur la durée de la charte. Et ensuite, on peut s'appuyer pour des projets ponctuels sur des comités de pilotage et de suivi. Par exemple, si on fait un plan de paysage sur un secteur dans le parc, on va monter un comité de pilotage qui va réunir les communes concernées, les instances socio-professionnelles, les associations sur le secteur donné pour vraiment le suivi de la réalisation de ce projet. Donc ces comités de pilotage, ils ont une date de création et à un moment, éventuellement, ils arrêtent de fonctionner à la fin du projet. Parfois, ils se transforment en comité de suivi quand c'est nécessaire. Euh, donc voilà le fonctionnement global, une prise de décision avec des instances politiques, une mise en œuvre avec une équipe technique qui fait fonctionner les partenariats au niveau local. On peut avancer. Je pense que vu l'heure, j'essaie non plus de ne pas trop m'étaler. Euh, hop, ouais, je ne sais plus où on est là. Oui, donc voilà, donc on peut m'étaler dans le détail et vous aurez les supports, mais globalement, on a un pôle de ressources de moyens généraux avec tout ce qui va être relatif à la comptabilité, au système à la gestion de la donnée, au système d'information géographique et puis aussi à la logistique globale du système. On aura un pôle accueil, tout ce qui est accueil téléphonique, secrétariat. Et puis ensuite, on a des services transversaux qui vont réunir la communication, ce genre de services-là, les données, le SIG, voilà, qui est un peu mélangé avec le pôle ressources. Et ensuite, on va avoir deux pôles thématiques principaux. Celui sur la droite, aménagement et milieu, qui va s'intéresser à tout ce qui est forêt, espace naturel, énergie, biodiversité. Et puis un pôle qu'on a appelé plus développement territorial, dans lequel on va retrouver des questions d'agriculture, d'alimentation, de tourisme, d'activité de pleine nature et d'éducation. Donc là c'est pareil, l'organigramme va varier d'un pôle à l'autre, mais on va généralement retrouver ces deux tendances entre une partie plus milieu et une partie plus aménagement et des services supports qui viennent permettre le fonctionnement de toutes les missions avec des appuis spécialisés en communication, en données, en système d'information géographique. On peut avancer. Donc, ouais. Donc, sur le fonctionnement plus opérationnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, le parc ne travaille jamais tout seul. Et ça a été un peu dit dans la présentation générale, on n'a pas de pouvoir réglementaire et donc on dit souvent on n'a pas de pouvoir on n'a pas le pouvoir de contraindre, mais on a le devoir de convaincre. Donc en fait, on passe notre vie à travailler avec des partenaires et donc on constitue beaucoup de groupes de travail, de comités de pilotage pour les différents projets, puisque ces projets vont être faits avec les partenaires du territoire. Le parc va rarement travailler seul dans son coin sur un projet, voire quasiment jamais. On a des commissions thématiques, comme je l'ai dit, qui sont ouvertes aux élus, aux partenaires. Et on va retrouver une diversité de partenaires. On va retrouver les services de l'État, on va retrouver les services des départements, de la région, on va retrouver les organismes représentatifs des agriculteurs, des forestiers, mais aussi on va retrouver des agriculteurs ou des forestiers à titre individuel. On va retrouver des associations qui sont plutôt des associations d'observation de la nature, de naturalistes, mais aussi des associations qui sont plutôt militantes dans le cadre de la protection de la nature. Donc on va retrouver différents types. Et c'est le fait de mettre l'ensemble de ces parties prenantes autour de la table qui va permettre d'avoir un projet qui soit adapté aux attentes du territoire et qui va trouver des relais dans la mise en œuvre et qui va pouvoir faire consensus et être porté par l'ensemble du territoire, puisque la charte du parc, c'est pas simplement ce que doit faire le parc, c'est le projet à l'échelle du territoire qui est mis en œuvre par les 27 agents du parc. Mais nous, on est 27 agents pour 3000 km². Si on doit agir tout seul, on ne va pas faire grand-chose. Donc, c'est ce projet mis en œuvre, on va dire piloté, impulsé par le parc, mais mis en œuvre avec l'ensemble de ses partenaires. On peut avancer, mais peut-être je suis quasiment au bout déjà. Je voulais faire un petit zoom sur. Donc là, on est dans la révision de la charte du parc et donc dire aussi que dans le fonctionnement du parc, la révision de charte, c'est un moment important dans lequel on a une concertation élargie. Donc là, sans vous ensevelir sous les chiffres, bah, c'est l'occasion d'avoir des stands au moment des différentes fêtes thématiques ou dans le territoire pour recueillir l'avis des habitants sur ce qu'ils attendent pour l'avenir dans le territoire, avoir des réunions publiques, avoir des ateliers de co-construction avec les acteurs socio-professionnels, mener des enquêtes, faire un travail de cartographie participative. Donc ça permet tout ça pendant la révision de charte d'élargir encore plus la concertation
pour la participation. Voilà, donc là je passe, c'est aussi de l'illustration. Je ne vais pas rentrer dans le détail vu le timing. Et puis, toujours sur l'organisation institutionnelle, un chantier qui pour nous est à venir. On est en train de passer sur des nouveaux statuts du syndicat mixte du parc. Et il y a la question qui se pose, qu'on a identifiée comme importante dans notre révision de charte, c'est comment on associe mieux la société civile à l'activité du parc et à la prise de décision ou à l'élaboration, pas à la prise de décision, mais à l'élaboration de la décision. La prise de décision, elle relève des élus qui ont été élus pour ça. Par contre, on peut imaginer élargir le cercle pour élaborer la décision qui ensuite sera soumise au vote. Donc là, on réfléchit sur différentes formes. On s'inspire aussi de ce que font d'autres parcs qui sont plus avancés que nous dans le domaine. Donc il existe des associations des amis du parc qui servent de relais. Il y a cet enjeu d'avoir un lieu d'échange avec les collectifs et les associations du territoire, de plus impliquer les habitants dans la réalisation des actions du parc, pas simplement les mettre dans des comités de pilotage, mais aussi les faire agir dans le cadre des actions qui sont mises en œuvre par le parc. Donc ça, pour nous, c'est un chantier qui s'ouvre et sur lequel, effectivement, on a tout à faire en termes de constitution de groupe, qui on met, comment les personnes sont choisies ou se désignent entre elles, comment elles s'organisent, quels moyens on doit mettre pour animer ces collectifs, avec l'objectif que la charte soit connue par tous, que le projet soit approprié par tout le monde et que voilà, ce projet trouve une mise en œuvre qui soit encore plus partagée. Et enfin, pour terminer, je crois que c'est ma dernière diapo, il me semble. Donc, je voulais parler des réseaux, mais la fédération en a parlé un peu. Donc, nous, le Haut-Languedoc, là, on est à la pointe de la zone marron. Là, on est tout à fait en bas. Voilà, on est là, un petit peu plus à gauche du curseur. Voilà, ici. Et donc pour nous, l'intégration dans les réseaux est importante. Donc, il y a le réseau national de la Fédération des parcs, on en a parlé. On est aussi, nous, intégrés dans un réseau à l'échelle du Massif central, qui est la zone en marron sur la carte, puisque c'est un massif de moyenne montagne pour lequel il y a des politiques spécifiques au niveau de l'Europe et au niveau de l'État, donc avec des objectifs particuliers, avec des financements dédiés. Donc on est organisé à l'échelle de ce massif pour mettre en œuvre des actions collectives et aller chercher des financements aussi de manière organisée. Et ensuite, on a un réseau qui est sur la carte de droite, qui est la région Occitanie, donc la région administrative, pour lequel on a organisé aussi pour parler d'une voix unie quand on veut discuter avec la région ou l'État au niveau régional, pouvoir parler de manière unie. Et puis aussi trouver des synergies dans les actions pour être représenté sur les dossiers d'intérêt régional, qu'un parc puisse représenter l'ensemble du réseau, pour éviter que chaque parc envoie quelqu'un dans des réunions de niveau régional. On s'organise aussi en mutualisation. Donc ces réseaux sont importants pour gagner en efficacité et en représentation. Et je pense que j'ai fini. Voilà. Donc peut-être c'était trop court. J'espère que j'ai pas été trop vite Merci beaucoup, dans la traduction. Xavier. Non, non, voilà, très bien. J'espère que nos amis mexicains ont pu suivre. Je pense que oui. Je vais donner la parole au Parc naturel régional de Montagne de Reims. Nous avons Caroline Benoît, la présidente, et Olaf Holm, le directeur, qui vont nous présenter le parc en action et on laissera un petit temps à la fin du webinaire pour pouvoir échanger directement sur la partie liée aux parcs naturels régionaux et la partie plus opérationnelle. En attendant, vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat et je vais partager la présentation. Donc, bonjour à tout le monde. Avec Madame la Présidente, on a prévu de se présenter. Caroline, je te laisse te présenter en première. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc voilà, Caroline Benoît, je suis présidente du parc de la Montagne de Reims et également maire d'une des petites communes du territoire, puisque ma commune fait 300 habitants à peu près. Ça vous donne à peu près la dimension presque moyenne des communes chez nous. Et voilà, je vais vous en parler un tout petit peu plus longuement dans 2 minutes.
Voilà, donc moi c'est Olaf Holm, je suis directeur du parc, donc je m'occupe de la partie technique et de la coordination de l'équipe et de travail avec les élus. Et donc aussi habitant du territoire. Et ça fait donc 16 ans que je suis dans le parc de la Montagne d'Arras. Et je peux aussi apporter parfois un certain regard européen, parce que j'étais engagé dans un réseau européen pendant un petit moment. Et en fait, j'ai une double nationalité, je suis d'origine allemande, donc parfois je pourrais apporter des comparaisons d'ailleurs dans nos futurs échanges. Donc c'est Caroline qui va commencer la présentation. Merci Olaf. Eh ben, on peut passer à la deuxième slide. Voilà, on vous dit bienvenue dans le Schnorr, comme on dit chez nous. On est un tout petit parc, mais petit par sa taille, mais important par sa réputation, puisque on est situé au cœur du Champagne et on va en parler. Voilà, dans le nord-est de la France, vous avez la petite localisation en haut. Et du coup, je vais enchaîner en vous présentant un petit peu notre territoire. Donc, slide suivante, merci. Donc, le parc naturel régional de la montagne de Reims, il fête ses 50 ans cette année. Il a été créé initialement par trois maires de trois communes, la mienne, Saint-Limoges, Germaine et Ville-en-Selve, qui étaient trois communes forestières. Donc, qui voulait au départ sauvegarder, préserver les forêts qui sont sur le haut de notre parc, puisqu'on a un plateau forestier important, et qui était en danger parce qu'il y avait des projets de tout couper pour pouvoir planter des pins. Et nous, on est une forêt avec beaucoup de chênes, de hêtres, une forêt très diversifiée. Et voilà, les trois maires souhaitaient préserver à tout prix cette forêt. Et voilà pourquoi le parc a été créé initialement. Depuis sa création, il s'est étendu, puisque aujourd'hui, on n'a plus uniquement ces trois communes, mais on en a 61. 61 communes qui sont dites rurales, qui sont situées sur ce qu'on appelle un triptyque paysager, constitué à 20% de vignes, donc qui font toute la réputation de notre territoire, puisque ce sont des vignes qui produisent notre fameuse boisson à bulles effervescente qu'est le champagne. On a 40% de plaines, donc de grandes cultures. On a un paysage qui est très riche en prairies et en culture chez nous. Et puis, on a toujours nos 40% de forêts qui restent sur le plateau. Et on réfléchit toujours notre territoire en travaillant sur ce triptyque paysager, en se disant que ce qui se passe au-dessus impacte forcément ce qu'il y a en dessous et inversement. Donc, pour nous, tout est lié et on veille à protéger tout ça et à travailler là-dessus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On a, je pense que ça doit être sur la slide suivante. Voilà, on est un territoire avec 61 communes. On a 35 communes qui nous viennent de la communauté urbaine du Grand Reims, à savoir que Reims, au nord de notre territoire, est une grande ville, donc très urbaine. Sur le sud, on a la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne qui a 14 communes intégralement sur le territoire du parc. On a une seule commune de la communauté d'agglomération d'Épernay, Coteaux et Plaine de Champagne. Et Épernay est aussi très connue pour être une ville de taille moyenne et très touristique. On a que je dise pas de bêtises, quelques communes également de la communauté de communes des paysages de la Champagne que vous pouvez voir à l'ouest de notre territoire. Et on borde la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, qui est également un territoire porte qui est engagé sur notre territoire. On en a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de commune dans la
communauté d'agglomération de Châlons qui soit sur le territoire classé. Et pourtant, la communauté d'agglomération contribue financièrement et participe aux actions du parc. Il faut savoir que si on regarde d'un petit peu plus loin notre territoire, le territoire du parc de la Montagne de Reims constitue un poumon vert. On aime le dire. C'est un peu la seule forêt qu'il y a dans ce coin. Après, on retrouve pas mal de cultures quand on s'en éloigne. On a vraiment des coteaux viticoles qui sont typiques, qui sont classés d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, et donc, on a énormément de touristes et énormément d'habitants qui viennent se ressourcer dans nos forêts et dans nos paysages. Donc, vraiment, c'est un atout à la fois en termes de biodiversité et en termes d'attractivité. Donc, si on peut passer à la slide suivante, pardon. Voilà, donc on est à la fois un lieu de préservation de la biodiversité avec des forêts remarquables. On a par exemple, vous avez une photo d'un faux qui est un arbre très torturé, très particulier, en grande quantité sur notre territoire. C'est très remarquable. Et puis, on a aussi une forêt qui est très diversifiée, qui permet d'obtenir du bois d'œuvre, du bois de chauffage. Donc, on peut tout faire avec nos bois. On a également un espèce de château d'eau, puisqu'on a beaucoup de zones humides qui représentent 10% de notre territoire. Et voilà, on a 2 zones Natura 2000 d'ailleurs sur ce territoire. On a énormément de sentiers de randonnée, puisqu'on est à plus de 500 km de randonnée sur le territoire, que ce soit à pied, en VTT. On vise vraiment à ce que tout le monde puisse trouver sa place sur notre territoire et à ce que les pratiques puissent se croiser sans se marcher dessus. On a également beaucoup d'événements sportifs du coup qui se déplacent, qui viennent souvent de nos villes portes et qui empiètent sur notre territoire parce que bah, évidemment quand vous êtes dans la plaine, que vous gravissez les 200 et quelques mètres pour arriver sur le plateau forestier et que vous avez cette vue imprenable sur les coteaux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, eh ben, quand on est sportif, ça vaut tout l'or du monde. Donc voilà. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire. Donc je vais laisser la parole à Olaf qui va vous présenter davantage nos actions. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je ne vais pas aller trop dans le détail. Le but, c'est que vous sachiez la base et après, sur place, on peut revenir sur le cadre. Mais quand même, c'est important de rappeler que nous avons une toute nouvelle charte parce qu'on sort de la révision. On attend notre décret des classements. Et donc, comme disait notre présidente, c'est un parc qui a 50 ans. Donc, on était dans le renouvellement. Mais pour rénover la charte, il faut regarder déjà, est-ce qu'on répond encore aux enjeux de territoire? Et donc, on a redéfini nos enjeux. Par exemple, bien sûr, accompagner le territoire sur l'adaptation climatique, adaptation au changement climatique par rapport à des pratiques sylvicoles, agricoles et viticoles. Ça, c'est un exemple. Mais aussi, on devrait travailler aussi sur le bien vivre ensemble. Donc là, on s'adresse aussi à la population, de dire comment on peut travailler ensemble, comment des gens peuvent avoir une bonne qualité de vie, tout en développant la partie touristique, ou d'être aussi sur la coordination de tous les acteurs sur notre territoire pour le coordonner, pour faire en sorte qu'on travaille vraiment tous ensemble. Donc, on a décliné ça dans les orientations, dans les mesures. Prochaine slide, vous avez nos 4 axes. Donc là aussi, on peut revenir à un autre moment. Mais par exemple, pour vous dire un changement, dans la dernière charte, on a beaucoup travaillé vraiment sur des paysages viticoles pour le mieux préserver, mieux valoriser. Ça aboutit, on a contribué à l'inscription au patrimoine mondial. Aujourd'hui, maintenant, on travaillera plus sur les autres paysages pour valoriser l'ensemble de territoires. Et c'est ce que disait Anaïs ou Fabien tout à l'heure, nos identités paysagères qu'on a bien identifiées dans cette nouvelle charte. Voilà, ça c'est pour vous donner un exemple. Donc pour nous, la partie paysagère, c'est vraiment l'entrée de toutes nos différentes actions.
Le prochain slide vous montre rapidement juste notre équipe. Donc, on est aujourd'hui à peu près 22 agents organisés dans des pôles différents qui traitent la partie aménagement et paysage, mais aussi biodiversité dans le pôle environnement et milieu naturel. Après, on a une partie plus tourisme et et transport. La partie très importante chez nous, c'est la partie éducative et la mobilisation des habitants. Et bien sûr, on a aussi un pôle pour gérer tout ça avec quelqu'un qui est en charge de la communication. À peu près, avec ce pôle-là, avec cette équipe de 22 personnes, on a toute une partie d'accompagnement au quotidien, mais aussi, bien sûr, des actions spécifiques qu'on réalise sur lesquelles on a trouvé des financements. Voilà, donc ça fait à peu près 45 projets par an qu'on suit sur notre territoire plus spécifique. Donc, pour arriver un peu plus sur le concret, c'est vrai que port d'entrée, comme je disais, chez nous, c'est vraiment la partie paysage parce qu'on a une cohérence paysagère, qu'on va bien de loin, que vous allez voir quand vous allez revenir sur le terrain. Et donc, pour préparer la révision de la charte, nous avons travaillé sur un plan de paysage opérationnel. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est d'analyser tous ces paysages typiques et de dire sur quoi il faut travailler pour mieux le préserver et aussi valoriser. Donc, comme on a un plateau forestier, par exemple, c'est sorti dans des ateliers de concertation de travailler sur la partie préservation de nos lisières forestières, parce que c'est un marqueur de nos paysages qui ajoute vraiment une spécificité au-dessus des vignes. Mais c'est aussi quelque chose à préserver parce que ça préserve les villages en dessous des glissements de terrain. Donc il y a un double enjeu sur quoi il faut aussi travailler pour maintenir la diversité de ces lisières. Et on a aussi des projets pilotes sur la sauvegarde de la biodiversité dans ces lisières. C'est un exemple, mais aussi de travailler sur la ligne de train qu'on a identifié aussi comme quelque chose d'important par rapport à la valorisation de nos paysages, où il faut aussi amener des gens mieux sur notre territoire. Voilà, donc ces 2 des 5 axes qui étaient identifiés, c'est vraiment un point important et qui nous a permis aussi de réviser et d'aller vers notre nouvelle charte du parc. Un autre exemple, plus concret pour comprendre comment ce paysage évolue, on a mis en place un observatoire photographique. Donc ça veut dire tous les 4 ans, sur 50 points, on va prendre des photos pour voir comment ce paysage évolue. Et ça permet de sensibiliser les élus sur le développement de paysages, comment des paysages changent. Par exemple, des lotissements qui sont construits qui peuvent parfois défigurer un paysage, des mâts qui sont plantés, des haies qui disparaissent, ou le contraire, toute une partie qui prend du sens parce qu'on va restaurer des haies, on va replanter des vergers, et ça permet vraiment dans le temps de voir comment le paysage se développe. Après, une spécificité aussi dans les parcs, et en particulier chez nous, c'est de travailler sur tout ce qui il y a une partie urbanisme. Je sais que chez vous, c'est pas un sujet qui est identifié, mais c'est quand même la particularité des parcs français, parce qu'on accompagne des communes sur tous les documents de planification sur l'urbanisme, sur le développement des villages. Et notre rôle, c'est de les accompagner et de aider comment intégrer tous les enjeux de biodiversité, l'enjeu de la préservation des zones humides, l'enjeu aussi de bien vivre ensemble. Donc là-dedans, on assure une partie légale qui est obligatoire, mais c'est aussi de aider les élus à réfléchir comment bien développer les villages, comment prendre en compte les différents enjeux, parce que c'est quand même très complexe et un élu n'a pas forcément toutes les connaissances. On ne décide pas, mais on aide à réfléchir à l'avenir du village. Donc c'est vraiment quelque chose de très important chez nous. Et c'est aussi étroitement lié avec la partie paysage. Et ça peut aussi aller jusqu'à l'accompagnement des communes. Donc, le village d'Ambonnet, actuellement, on est en train d'accompagner sur la création d'un écoquartier. Donc, créer un nouveau quartier avec la mixité sociale, avec la mixité aussi des générations, essayer d'intégrer aussi des activités, des services de proximité. Donc, c'est un gros travail qui a commencé avec un appel à projet il y a quelques années pour trouver des idées, de travailler avec des architectes. Et aujourd'hui, on est vraiment sur la partie concrétisation opérationnelle de cette étude qui était imaginée il y a quelques années. Une autre partie, c'est l'alimentation, parce qu'on n'a pas eu quelqu'un vraiment sur la partie agricole,
parce qu'on a pas l'occasion de travailler là-dessus, mais c'est aussi le contexte politique qui est un peu particulier dans notre département, qu'on pourrait vous expliquer autour de quelques verres de tequila, j'espère, au Mexique. En fait, mais nous, on est animateur pour un projet alimentaire de territoire. Et là, ce qui est important, il y a le parc qui anime, mais on travaille sur un territoire beaucoup plus large. Donc, on intègre toutes les villes portes qui siègent dans notre comité syndical. Donc, pour tout ce partenaire, on anime le dispositif pour se répartir vraiment les rôles, qui fait quoi, pour rapprocher à la fois la production agricole et aussi la consommation. C'est assez logique parce que c'est dans les zones rurales, on va produire des choses et après, les bassins de consommation sont dans ces grandes villes-là qui concentrent la plupart des habitants. Il faut avoir en tête que le département de la Marne, c'est un département agri-industriel avec des grosses productions de céréales, des betteraves à sucre, etc. Et on a très peu de production locale des légumes, etc. Donc c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui de créer une dynamique, sensibiliser les élus et d'essayer aussi de dire qui fait quoi. Donc, un des projets qu'on suit, c'est par exemple l'installation des agriculteurs dans un petit village où il y a des terres agricoles qui sont disponibles. Donc ça, c'est un exemple qu'on avait choisi pour vous dire qu'est-ce qu'on fait, mais aussi de travailler sur un atelier de transformation, parce qu'en fait, aujourd'hui, pour les cuisines, il faut transformer des produits pour pouvoir le stocker, pour pouvoir le vendre. Et donc ça, il y a toute une partie comment mieux valoriser des produits locaux et de pas faire venir des produits, des légumes de très loin. Donc voilà, donc là, on travaille aussi avec d'autres structures qui sont sur l'insertion, par exemple, pour créer des nouveaux emplois et des nouveaux débouchés. Voilà, l'autre projet, voilà, tu peux passer l'autre, j'ai déjà parlé de ce projet-là sur l'installation agricole sur des terres bio. Bien sûr, on travaille aussi sur la partie plus environnement, biodiversité, en lien avec le plan de paysage que j'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, une commune, on fait un site pilote sur la restauration des lisières. Donc voilà, tout un programme qu'on a mis en place. On a travaillé aussi avec des viticulteurs, on a travaillé avec différentes structures, on a trouvé du mécénat. Donc, je pense aussi un sujet qui vous intéresse pour mettre en place des actions. Et donc là, on est en train de restaurer ces lisières. Et le but, c'est de montrer à d'autres communes après comment on peut le faire. C'est quoi le but? Quelles sont les démarches à suivre? Donc, c'est un gros projet qu'on suit maintenant depuis plusieurs années. Et on travaille avec l'Office national de forêt. Voilà, c'est aussi pour souligner qu'on travaille toujours en partenariat sur ce projet-là. On est où? Voilà, restauration des zones humides, restauration des mares. Donc là aussi, c'est un gros projet qu'on a fait, c'est restaurer différents mares donc sur une commune. Et là, dans la logique aussi d'avoir un logique de projet, on a la partie restauration, mais après, on a aussi travaillé sur comment on va valoriser des sites pour les habitants et même d'aller jusque à la gare, parce qu'on a la chance d'avoir une gare à proximité et de créer un nouveau parcours de découverte qui amène les gens du village, mais aussi des visiteurs qui viennent dans ce village viticole pour découvrir les mares forestiers et d'avoir un parcours de visite pour des personnes en situation de handicap. Donc là, on a ciblé un public d'aveugles. Donc ça montre aussi dans nos équipes, on travaille beaucoup en transversalité. Voilà, donc voilà les gares, j'ai dit. Donc ça, c'est d'ailleurs une de ces gares qui est à proximité. Donc là, on a travaillé avec différents groupes d'étudiants sur un programme de recherche et d'accompagnement, de se dire, on a des gares sur notre territoire. Comment on peut faire que des gens des villes prennent plutôt de train au lieu de prendre les voitures et comment on peut renforcer la partie information et des services pour donner envie aux gens de venir plutôt en train et comment au départ des gares ils peuvent donc découvrir le territoire. Donc là aujourd'hui on a abouti à un schéma de randonnée qu'on va mettre en place qui devrait au départ de ces quatre gares qui sont sur notre territoire de connecter vraiment notre territoire par la randonnée et ensuite aussi pour se mieux déplacer en vélo. C'est un gros projet qui durera plusieurs années et qui était aussi inscrit dans ce plan de paysage que je présentais au début.
Voilà, quand on parle aussi des activités, donc Caroline, elle en a évoqué tout à l'heure la partie des activités de pleine nature qui sont très importantes chez nous parce que les urbains pratiquent ça plutôt chez nous avec beaucoup de manifestations sportives. Et là, on travaille plutôt sur des démarches innovantes et ludiques pour comment sensibiliser des pratiquants sportifs au bon comportement. Donc, ça veut dire de rester sur des chemins, de pas détruire les milieux, etc. Donc, c'est toute une démarche et on fait ça avec comment dire, des images et un peu décalées pour pas être, pour être un peu rigolo et plutôt de sensibiliser des gens par une attitude plutôt amusant et pas être là pour interdire des choses ou voilà. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut vous montrer un peu plus, sachant c'est un gros projet européen sur lequel on travaille avec d'autres parcs en Belgique, en Luxembourg, en Allemagne et aussi aux Pays-Bas. Voilà, donc on arrive vers la fin. Donc c'est sûr, bon, vous avez bien compris, on travaille aussi sur les éditions, les valorisations touristiques par rapport des différents guides, etc. Donc ça, on peut vous montrer sur place quand vous venez. Et il y a un autre sujet, c'est la marque parc. Donc là-dessus, nous, en montagne de Reims, on était tout jeunes, de tout petits, parce qu'on a commencé il y a très peu sur la marque Valeur Parc. Donc, Éric Bruyat, il avait bien dit, depuis 2016, ça s'appelle Valeur Parc au niveau national. Et nous, on a commencé sur les hébergements touristiques. Donc, tu peux avancer d'ailleurs sur la présentation. Et nous, on marque aujourd'hui des hébergements touristiques ou des lieux d'accueil. Donc, on a aujourd'hui 7 structures marquées. Donc, c'est la première année vraiment du marquage. On espère de le développer plus pour vraiment travailler sur ce lien entre un territoire et cette marque. Donc, pour nous, c'est aussi que des gens sont plus fiers de chez eux, qu'il y a plus de liens entre le parc et le territoire. Donc voilà, mais on est des tout petits. Donc voilà, et je pense que c'est plutôt dans le parc de Haut-Languedoc, on trouvera plus d'idées, je crois. Bon, alors, je vais reprendre la parole quelques minutes, puisqu'effectivement, dans le Haut-Languedoc, enfin, d'abord, pourquoi on développe la marque parc chez nous, et je pense de manière générale dans les parcs. Pour nous, c'est une façon d'affirmer que le parc est un acteur du développement local, parce que, comme ça a été dit, pour Montagne du Rhin, ce qui a été dit, c'est que le parc avait été créé dans l'objectif de protéger la forêt sur le plateau, et le Haut-Languedoc, quand il est créé, quand on prend la charte, je vais moins vite, hein. Le Haut-Languedoc, quand le Haut-Languedoc a été créé dans sa charte constitutive de 73, l'objectif de créer un parc, c'était aussi de redynamiser une zone rurale qui était un peu en perte de vitesse, en perte d'habitants. Et donc le parc était vraiment créé comme un acteur du développement local et la marque participe à ça. Pour nous, c'est une reconnaissance aussi de l'ancrage territorial des pratiques en lien avec la charte, donc avoir des acteurs socio-économiques qui mettent en œuvre la charte à travers leurs activités. Et on s'en sert aussi comme un outil pour développer des filières autour de la laine, autour d'une variété locale de blé, autour d'une variété locale d'oignons. Et le fait d'attribuer la marque, ça permet de structurer la filière sur ces variétés. Et dans le Haut-Languedoc, effectivement, il y a eu une volonté, il y a peut-être, enfin la marque existe depuis assez longtemps, mais il y a une petite dizaine d'années, il y a eu une volonté de dire, si on veut que la marque soit efficace, il faut que quantitativement, elle soit plus développée pour être plus visible. Et ce sont les marqués qui sont nos partenaires privilégiés pour un certain nombre d'opérations. Donc on peut avancer. Donc voilà, la marque Parc, elle est bien développée aujourd'hui dans le Haut-Languedoc, il y a près de 160 entreprises qui sont concernées donc, dans les activités de pleine nature, c'est-à-dire les accompagnateurs moyenne montagne pour la randonnée, pour la spéléologie, voilà, pour ce genre d'activités, pour des séjours, pour des sites touristiques, donc des musées, des différents sites d'accueil, des maisons de patrimoine, des hébergeurs touristiques, de l'artisanat, notamment autour de la laine, des points de vente d'épiceries dans le territoire qui vendent des produits locaux, et puis voilà un contingent important aussi de producteurs agricoles, donc tous les produits issus de l'élevage, puisqu'on est un territoire d'élevage dans le Haut-Languedoc, donc aussi bien les produits viande que les produits laitiers dérivés du lait, les fruits, les légumes, le miel, voilà, les plantes à infusion, voilà, différents types. Et donc, voilà, donc ça, c'est aujourd'hui quel est l'effectif de la marque dans le territoire.
Et puis, je voulais aussi parler des limites ou de ce qu'on fait. 160 marqués, c'est un gros réseau à animer. Donc, on fournit des moyens de promotion pour ce réseau. Donc, Olaf a parlé des vidéos, nous, il y a eu des campagnes photos. Tous les ans, il y a l'édition d'une carte de découverte du territoire avec les marqués qui figurent sur cette carte. Donc, on fait la promotion de ces marqués. Mais c'est beaucoup de moyens nécessaires pour réaliser les audits d'attribution de la marque ou de renouvellement. Donc, on en fait une partie en interne, donc c'est des moyens en temps, mais c'est des moyens aussi importants. Ou si on prend un auditeur externe, c'est des moyens financiers pour le payer. Et puis, il faut animer le réseau. Il y a une demande en fait de ces acteurs économiques qui sont dans la marque Parc de pouvoir être mis en contact avec leurs voisins, soit qui ont la même production qu'eux, soit des productions complémentaires. Donc voilà, on est en train de réfléchir s'il y a d'autres solutions possibles. Et puis voilà, sur la diffusion, la diffusion de documents de promotion. Et puis là, j'ai mis aussi sur la diapositive l'exemple qu'on a en bas à droite sur le patrimoine rupestre. C'est une bâche qui est utilisable par les prestataires qui ont la marque Parc, qui vont accompagner des groupes pour de l'escalade. Donc cette bâche va pouvoir être posée au pied de la falaise pour poser les cordes, ce qui se fait habituellement, ce que les grimpeurs font habituellement. Et cette bâche va regrouper un certain nombre d'informations sur les rapaces qui peuvent nicher en falaise et pour lesquels il faut protéger les aires de nidification, avoir une attention particulière. Donc on fournit aussi un certain nombre de supports pédagogiques pour que la marque Parc respecte les valeurs voilà, d'ancrage local, mais aussi de protection de l'environnement et puis de l'aspect social sur les conditions de travail des marqués. Donc pour nous, c'est un vecteur de développement et c'est un vecteur aussi de structuration de filière, voilà, et des partenaires privilégiés. Oui, donc merci Xavier. Donc vous voyez, donc on a des expériences vraiment très différentes, mais en fait par rapport de temps d'expérience, mais vraiment avec cette volonté de l'utiliser pour animer un territoire et promouvoir des produits. Après, pour terminer, juste aussi, on travaille beaucoup sur la partie à la fois développement culturel. Ça veut dire qu'on propose ou on produit des spectacles qui permettent de sensibiliser les habitants, les scolaires sur les enjeux de notre territoire. Par exemple, on a un petit animal qui est le sonneur à ventre jaune, qui est protégé en France. Et d'ailleurs, c'est devenu notre mascotte. Mais on a aussi développé et on diffuse un spectacle qui va aborder vraiment ce sonneur à ventre jaune et qui va aborder la question de la concertation, comment j'organise en fait les différentes activités et comment je peux faire des activités tout en préservant ce sonneur. Et c'est un petit crapaud en fait. Et voilà, donc ça c'est aussi pour nous la culture, c'est vraiment un outil de sensibilisation et qui fait les liens entre la biodiversité et la culture. Ou un autre projet, c'est un petit catalogue qu'on édite et on fait aussi des manifestations. On valorise en fait l'artisan et les créateurs d'art et des artisans d'art sur notre territoire pour avoir aussi des marchés locaux de meilleure qualité et de s'appuyer sur le savoir-faire de notre territoire. Donc ça marche très 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 bien et en plus diffusable aussi dans nos villes-portes qui organisent des activités. Donc voilà. Donc ça a une petite idée sur tout ce qu'on peut proposer. Je vais vous envoyer par mail aussi le lien vers notre page YouTube parce qu'on a fait pas mal de petites vidéos de 3 minutes qui montrent concrètement comment on agit sur les zones humides, sur les vergers, sur les haies. Il y a le résumé aussi de la charte, donc il y a des possibilités de le traduire en automatique avec une partie traduite déjà en anglais. Donc voilà, c'est des choses aussi qu'on peut présenter, qu'on peut approfondir. Bien sûr, il y a la charte, il y a tout ça. Donc après, on s'adaptera à ce que vous souhaitez savoir découvrir. Et on est tout à fait confiant qu'on peut aussi découvrir beaucoup de choses chez vous. Ça nous permettra aussi d'échanger nos regards, d'avoir des idées. Donc on est vraiment content qu'on puisse se voir bientôt en réel pour échanger. Et vous avez bien compris, nous on veut boire de tequila ou d'autres boissons locales et peut-être en échange on emmènera aussi des choses. On verra. Voilà, merci à vous.